Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live numéro 4, webinaire consacré donc à la vaccination contre la Covid. Le format du jour est un format où on est accompagné par nos intervenants habituels que je remercie. Donc, professeur Jean-Daniel Lelièvre et le professeur Odile Launay, spécialistes tous les deux de la vaccination. Et puis, nous avons des invités du jour, et notamment le docteur Bénédicte Lebrun-Vigne, qui est responsable et coordinatrice des centres de pharmacovigilance et qui fera le point sur la tolérance au vaccin. Et puis, nous avons d'autres invités qui vont nous faire part de leur retour d'expérience, que ce soit en tant qu'organisateur d'un centre de vaccination sur le terrain donc, à Émile Roux, et puis aussi un retour d'expérience de la part d'un professionnel vacciné. Sans plus attendre, donc merci à tous d'avoir accepté de participer et d'animer avec nous et avec Sandra Fournier ce nouveau webinaire. Très rapidement, un petit point sur les vaccinations. Si on peut passer là, voilà. Un point chiffré sur les primo-vaccinations. Donc, à la paix, donc c'était en date d'hier soir. On a plus de 55 000 personnes qui ont reçu leur première dose. Et vous voyez que ça pour quasiment la moitié de ces personnes, il s'agit de professionnels, de personnel de la PHP pour quasiment 24 000 personnes. On a 13 000 patients qui ont reçu ces premières doses et quasiment 18 000 patients professionnels de santé non à PHP. Et puis maintenant, ça fait au moins 15 jours qu'on est aussi dans les secondes vaccinations. Et donc, en termes de… Donc là, c'est des personnes qui sont allées, qui ont complété leur parcours vaccinal. À ce stade, il s'agit exclusivement de personnes vaccinées avec donc leurs 2 doses de vaccin Pfizer. Et vous voyez que là, on est à 33 600 personnes qui ont reçu leurs 2 doses, dont 15 500 personnels de la PHP. Donc, ça, ce sont les chiffres actuels. Un petit point, peut-être, on avait évoqué le sujet sur les catégories de personnel vaccinés. Donc là, on cible donc les personnels de l'AP-HP. Vous voyez qu'on a plus de 8 500 personnels paramédicaux qui ont été vaccinés. Ça représente 15% des effectifs. 6 700 médecins vaccinés, ça représente 31% des effectifs totaux médicaux internes compris, et 3 200 personnels techniques et administratifs vaccinés. Ça représente environ 16% des effectifs. Je ne vais pas détailler avec vous la diapo dessous, mais vous voyez, ça c'est une fois qu'on a parlé du chiffre global, c'est le détail par GH et par activité. Alors l'Hôtel-Dieu est sur une ligne à part dans la mesure où vous le savez, elle réalisait une activité très spécifique, très largement centrée sur les professionnels hors APHP. Vous pouvez regarder ces chiffres. Peut-être le point qu'on peut souligner, c'est le fait que ces chiffres sont variables. On a des groupes, des chiffres très cohérents. Puis de temps en temps, on a des variations par rapport, j'allais dire, à la moyenne. Ça traduit à quel point, notamment, ces efforts qui sont faits pour la vaccination et ces besoins qu'on a vis-à-vis d'informer les professionnels restent complètement d'actualité. Vous voyez que les variations sont vraies entre GH et sur les différentes cibles. Donc, on est globalement, au final, si on fait le total, on a 24% des professionnels de la PHP, tout confondu, qui travaillent à la PHP, qui sont vaccinés, ce qui est un chiffre sur lequel on est donc maintenant à 6 semaines.
si je ne me trompe pas, un peu plus de 6 semaines du début de la vaccination. C'est un chiffre qui est vraiment remarquable. Mais on voit qu'on a encore probablement des marges de manœuvre dans la mesure où on sait qu'un certain nombre de gens restent dans une situation d'hésitation, d'attente, et tout le travail des équipes de vaccination et des comités de pilotage de vaccination cible ces personnes-là, d'essayer d'aller répondre à leurs questions et de voir si on peut lever leurs hésitations dans un sens ou dans un autre. Dans les différents points plutôt pratico-pratiques, on va passer assez rapidement. Donc depuis 10 jours maintenant, vous savez que la vaccination, la primo-vaccination est possible pour tous les professionnels de la PHP avec le vaccin AstraZeneca. Tous les professionnels et tous les prestataires qui travaillent aussi à la PHP, tout le monde a accès à ce vaccin AstraZeneca. Et donc, tous les sites ont mis en place des systèmes de prise de rendez-vous, que ce soit dans les centres de vaccination ou dans les centres de santé au travail. Si dans les gens qui sont en ligne, vous ne trouviez pas, ou quelqu'un vous dit mais j'ai pas trouvé, ou je voudrais me faire vacciner mais j'y arrive pas, c'est compliqué, je vous rappelle qu'il y a toujours le call center au 0800 08 33 46 qui est ouvert du lundi au samedi, que vous pouvez toujours appeler pour prendre un rendez-vous. Tous les professionnels, et c'est encore une fois qui souhaitent être vaccinés, peuvent l'être. Et puis, en termes d'activité, par ailleurs, il y a toujours une activité très conséquente de seconde dose avec le vaccin Pfizer. Pour les semaines à venir, le retour de la possibilité de faire des vaccinations en primo-vaccination avec des vaccins ARN pour les patients à haut risque. A priori, on nous annonce des livraisons qui vont rendre ça possible, a priori, début mars. On va, avec nos spécialistes de la vaccination, reprendre le format habituel, c'est-à-dire on a sélectionné un certain nombre de questions qui reviennent fréquemment sur la foire aux questions. Et donc, alors, vous en avez peut-être posé, vous ne retrouvez pas forcément votre question exactement. Il faut savoir juste pour préciser les choses qu'on fait une synthèse de ces questions et on fait apparaître là les items qui reviennent le plus fréquemment. Et donc, on va commencer par la toute première question, peut-être pour Jean-Daniel, on peut prendre la première, la deuxième ensemble. Quelle est l'efficacité du vaccin AstraZeneca sur le virus et quelle est son efficacité sur les variants? Je vais la poser un peu différemment. Il arrive que les questions qui soient posées soient un peu plus challenging et qu'on nous dise, on entend parfois dans les questions où on lit parfois, mais c'est un vaccin de seconde zone et il ne marche pas et pourquoi on l'a. Donc, je pense que c'est une question à laquelle il est important de répondre. Et donc, par exemple, si Jean-Daniel veut bien la prendre, peut-être après compléter par Odile. Oui, donc bonjour à tous. Donc l'efficacité du vaccin AstraZeneca sur le virus, je rappelle tout d'abord que dans des essais cliniques de phase 3, on regarde l'efficacité du vaccin sur les formes symptomatiques de la maladie. Et le vaccin AstraZeneca a une efficacité qui est un petit peu inférieure à celle décrite avec les vaccins Moderna et les vaccins de Pfizer, qui est aux alentours de 80%. Ce qui a posé problème avec le vaccin AstraZeneca, c'est que nous n'avions pas de données chez les personnes les plus âgées. Et donc, nous avons limité, et c'est une limitation qui a été vraie dans plusieurs pays, qui n'a pas été celle de l'OMS, mais aux populations les plus jeunes, en l'absence de données. On attend ces données. Ces données devraient arriver des États-Unis, d'une étude de phase 3 pour les populations les plus âgées pour savoir si on peut étendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca chez les populations les plus âgées. Quand on regarde dans les études de phase 3, ce que l'on note aussi, alors il y a évidemment toujours des problèmes de puissance parce qu'il n'y a pas forcément énormément d'événements qui se produisent, mais ce vaccin
est efficace sur les formes graves. Et donc, il n'y a pas de forme grave chez les gens qui ont été vaccinés avec le vaccin AstraZeneca. Ce qui a pu poser des interrogations, c'est effectivement des doutes sur son efficacité sur les variants. Alors, il faut voir ce qu'on appelle variant. Vous savez, bon, c'était l'objet de la précédente réunion. Il y a tous ces différents types de variants, les variants qu'on appelle anglais, les variants sud-africains. Si on prend le variant anglais, qui est celui qui pose le plus de problèmes, parce que c'est celui qui est le plus présent sur le territoire, les dernières données de l'efficacité de ce vaccin, comme d'ailleurs des autres, est très rassurante sur ce variant anglais, avec une efficacité qui est importante. Et ça, c'est important de le noter, parce que c'est ce variant. Non, ça a coupé. Ouais. En termes de diffusion sur le territoire. Et donc là, il y a une efficacité très bonne de ce vaccin sur le variant. Les dernières données aussi intéressantes que l'on a obtenues avec ce vaccin, vous savez que depuis le début, il y a des interrogations sur l'efficacité des vaccins sur le portage du virus. On sait que ça marche sur les formes symptomatiques, mais il y a toute une interrogation sur les formes asymptomatiques. Alors, on avait des éléments indirects, en ce sens qu'on trouvait, en tout cas dans les essais faits avec le vaccin AstraZeneca, moins de gens qui étaient porteurs du virus dans le groupe vaccin que dans le groupe placebo. Ce n'était pas aussi évident en termes d'efficacité qu'avec sur les formes symptomatiques, mais il y avait quand même une diminution. Et les dernières données qui ont été soumises pour publication des groupes qui ont travaillé là-dessus montrent qu'il y a moins de gens qui sont porteurs du virus avec le vaccin AstraZeneca, que la durée du portage du virus, puisqu'elle a été étudiée toutes les semaines, est beaucoup moins importante quand on a été vacciné avec le vaccin AstraZeneca, et enfin que la quantité de virus, qui est appréciée par ce qu'on appelle des PCR quantitatives, est inférieure. Donc, il y a une efficacité de ce vaccin à l'échelon individuel et à l'échelon collectif qui est assez importante. Donc, il ne faut absolument pas le considérer comme un sous-vaccin, comme ça peut être le cas à l'heure actuelle. Le seul bémol qu'on a sur l'efficacité de ce vaccin, c'est sur les variants sud-africains, avec là une efficacité qui est très mauvaise, voire qui n'est pas du tout d'efficacité. Pour autant, on n'a pas de données aussi non plus très, très claires, en tout cas en termes cliniques, sur l'efficacité des autres vaccins. Et quand on regarde les communiqués de presse sur des nouveaux candidats vaccins qui montrent une très bonne efficacité avec des variants, avec des souches virales, je dirais, initiales, type Wuhan, ou peut-être des souches comme on la voit au Royaume-Uni, et qu'on regarde ce qui se passe en Afrique du Sud, on a une diminution aussi très claire d'efficacité de ces vaccins, même si elle n'est pas nulle. Donc, c'est une efficacité qui est diminuée, mais possiblement aussi avec les autres vaccins. C'est une politique très générale qu'il va falloir revoir sur comment vacciner avec ces variants, et qui est en cours de discussion. Et tout ça pour vous dire que même s'il y a ce bémol sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca, il doit quand même considérer comme un vaccin efficace et un vaccin d'intérêt à l'heure actuelle, où ce sont quand même les souches qui sont sensibles à ce vaccin qui sont en train de circuler en France. Merci pour cette première réponse, parce qu'effectivement, énormément de questions. On sent des doutes, et je pense qu'il était important de pouvoir rassurer, et avec beaucoup de sujets autour de ce variant sud-africain et le bien fondé de cette vaccination. Dans les questions, pourquoi le vaccin Pfizer n'est plus proposé pour la vaccination à l'AP-HP, eh bien, c'est comme depuis le début de cette vaccination, finalement, ce qui prévaut, c'est la vitesse à laquelle on reçoit les doses de vaccins, et la vitesse à laquelle elles sont produites. Et donc, en l'occurrence, le vaccin Pfizer est toujours proposé à la vaccination, puisqu'on a fait toutes les secondes injections des personnes primo-vaccinées durant le mois de janvier, sont en cours avec du vaccin Pfizer. Mais les volumes disponibles sur la région Île-de-France
ne permettent pas notamment d'assurer plus que ces deuxièmes doses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on espère début mars pouvoir reprendre les primo-vaccinations pour les patients fragiles. Et ensuite, une question que je peux peut-être poser à Jean-Daniel et à Odile. Pourquoi ne laisse-t-on pas le choix du vaccin et oblige-t-on les personnes de moins de 50 ans sans pathologie à se faire vacciner par l'AstraZeneca? Et voilà. Alors que l'efficacité de celui-ci n'est pas la meilleure. Voilà. Est-ce que le vaccin Pfizer va revenir pour les soignants? Est-ce qu'il sera autorisé pour les moins de 50 ans sans comorbidité? Avec deux types de réponses. Il y a une réponse qui est la disponibilité des doses et puis le reste, je vous laisse, en tant que spécialiste de la vaccination, répondre. Odile, tu veux répondre? Ouais. Je peux répondre. Je crois que la réponse est si on pouvait vacciner tout le monde avec du vaccin ARN, on proposerait ce vaccin pour tous. Comme vous le savez, les doses de vaccin ARN sont pour l'instant encore limitées. Et donc, la politique qui a été adoptée et qui paraît, en termes de santé publique, la plus appropriée, c'est de réserver ces vaccins ARN messagers aux personnes qui sont les plus à risque. Donc, le risque, c'est avant tout l'âge ou les pathologies sous-jacentes. Donc, on est dans une situation où on a un vaccin ARN messager qu'on réserve tant que les doses sont limitées aux personnes les plus fragiles et les plus à risque, et un vaccin AstraZeneca, comme l'a dit Jean-Daniel, dont l'efficacité ne doit pas du tout être remise en cause et qui va apporter un intérêt majeur dans les populations qui vont être vaccinées. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui pas de doute par rapport à ce qui est proposé et qu'il faut vraiment que l'ARN messager soit proposé aux personnes qui ne peuvent pas être vaccinées par l'AstraZeneca et qui sont très à risque de faire des formes graves de cette infection. Merci pour cette réponse. Alors, une question qu'on voit souvent et qui est un format, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait, d'une façon générale, est-ce qu'on peut envisager que quelqu'un qui a reçu une première dose d'un vaccin ait une deuxième dose d'un autre? Alors là, la question, elle est formulée au titre d'un variant qui deviendrait majoritaire. Ça serait évidemment sous l'idée que le deuxième vaccin serait plus efficace que le premier, hein. Ce qui, comme vient de l'a expliqué Jean-Daniel plus haut, n'était pas forcément, mais admettons, en gros, admettons que quelqu'un a reçu une première dose d'un vaccin et puis, entre-temps, il y a un nouveau variant qui circule. Et donc, est-ce qu'il y aura possibilité de se faire vacciner contre le vaccin qui aura été adapté à la nouvelle souche qui circule? Alors, moi, je veux bien répondre à cette question. Donc, évidemment, c'est une question très importante et très probablement, on va être confronté à cette situation. Pour l'instant, on n'a pas de données disponibles sur des combinaisons de vaccins, c'est-à-dire être vacciné d'abord par l'ARN, puis ensuite par AstraZeneca ou l'inverse. Il y a des premières données qui viennent de sortir, mais chez la souris. Il faut savoir qu'on va avoir ces données parce que les Anglais ont lancé un très gros essai sur 800 personnes qui posent cette question-là, justement, de savoir quel est l'impact de combiner ces vaccins et avec des intervalles de temps différents. Donc, ces données vont être disponibles. Et l'autre question derrière, c'est est-ce que si le variant sud-africain, par exemple, ou le variant brésilien devient majoritaire, on aura très probablement assez rapidement des vaccins qui vont être adaptés à ces nouveaux variants et qu'on pourra administrer dans un deuxième temps. Donc, pour l'instant, il y a encore des interrogations, bien sûr, mais on va très probablement être dans une situation dans l'avenir qui demandera d'être vacciné par un vaccin adapté aux nouveaux variants qui sont en train d'émerger. Juste pour compléter ce que dit Odile, je pense qu'il y a deux choses là. Il y a vacciner avec deux vaccins différents, comme l'a dit Odile. Il y a des études qui sont en cours, y compris avec la même souche initiale, et puis savoir ensuite quand va arriver des
des vaccins qui vont cibler plus directement les variants, comment on va les utiliser? Est-ce qu'on refait une vaccination complète chez des gens qui auraient déjà eu une première dose de vaccin avec une souche initiale, avec un vaccin, avec un variant? Et comme l'a dit Odile, tout ça est en cours de réflexion et fait l'objet de réunions à l'échelon international toutes les semaines actuellement. Merci beaucoup. Je vais répondre à la dernière question avant de donner la parole à Bénédicte sur la deuxième dose de vaccin AstraZeneca, parce que c'est une question qui revient énormément. Comment faire pour prendre rendez-vous? Faudra-t-il aller en ville? Donc, effectivement, à ce stade, les rendez-vous de deuxième dose sont pour l'instant pas calés. Il y aura une deuxième dose. La raison pour laquelle ils ne sont pas encore calés est de savoir si cette deuxième dose sera réalisée à l'hôpital ou sera réalisée en ville. C'est dans, on va dire, quasiment 3 mois. Et donc, effectivement, vous savez que le vaccin AstraZeneca arrive en ville dès la semaine prochaine. Et donc, la question, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, ce deuxième rendez-vous n'est pas calé. Mais en tout état de cause, le deuxième rendez-vous et la deuxième dose des personnes qui sont vaccinées, qui ont reçu leur première dose de vaccin AstraZeneca, la deuxième dose sera réalisée. La question, c'est de savoir où ce sera réalisé, mais elles seront réalisées, même si là, tout de suite, il n'est pas possible de prendre encore son rendez-vous. Je propose de passer maintenant la parole au docteur Bénédicte Lebrun-Vigne, que je remercie d'avoir accepté de faire cette présentation, qui est une présentation 6 semaines après le début de la vaccination, qui nous semble importante, qui est conforme un petit peu à ce qu'on avait annoncé, c'est-à-dire que dans les éléments d'information, eh bien, on voulait aussi mettre à disposition les éléments dont on disposait concernant la tolérance de ces vaccins. Alors, encore une fois, avec 6 semaines de recul aussi, c'est important de pouvoir les partager. Et donc, merci Bénédicte, vous avez la parole. Donc, Bénédicte est coordinatrice des centres de pharmacovigilance de la région Île-de-France. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, en préambule, je vais juste faire un tout petit focus sur l'organisation de la pharmacovigilance nationale. C'est important pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, on est un réseau de 31 centres régionaux de pharmacovigilance qui sont disséminés dans le pays et qui sont dans des CHU. Et les déclarations, les signalements de suspicion d'effets indésirables médicamenteux, quelle que soit la voie par laquelle ils arrivent, aussi bien des professionnels de santé que des particuliers ou des usagers, vont arriver aux centres régionaux de pharmacovigilance, les CRPV, en fonction de la région, et donc vont être traités par ces CRPV, vont être analysés et vont ensuite être remontés au niveau national à la NSM dans une base informatique. Donc ces CRPV sont coordonnés par la NSM et en Île-de-France, nous sommes 6 CRPV que je vous ai indiqués ici. Nous sommes tous insérés au sein de la PHP. Donc la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc la pharmacovigilance s'occupe de la sécurité des médicaments et dont aussi des vaccins. Pour les vaccins anti-Covid, qui était quand même un challenge et un vrai sujet sur le plan national comme international, le suivi national a été proposé en mobilisant le système de pharmacovigilance dans son entier, avec une proposition de faire des publications hebdomadaires, des rapports qui sont rendus donc, de façon hebdomadaire par la pharmacovigilance. Donc, ces rapports sont accessibles par tous sur le site de la NSM. Donc, je vous ai rappelé l'adresse Internet sur cette diapo. Et donc, toutes les semaines sont publiés des rapports concernant chacun des vaccins. Donc, le dernier rapport que l'on ait ça s'est arrêté au 4 février, parce qu'il y a quand même une certaine latence. Donc, on a le point national au 4 février dernier. À cette date-là, il y avait un peu plus d'1 700 000 vaccinations qui avaient été réalisées en France, avec une grande majorité, donc c'est plus de 90%, même si je n'ai pas les chiffres exacts, qui avaient été réalisées donc avec le vaccin Pfizer Comirnaty. Sur la diapo suivante, donc on va commencer par les données que l'on a sur ce vaccin
Comirnaty, donc Pfizer-BioNTech. La vaccination, je vous le rappelle, avait commencé donc en France le 27 décembre dernier. Donc, au 4 février, nous avions en pharmacovigilance enregistré 2140 cas d'effets indésirables potentiels avec ce vaccin depuis le début de la vaccination, dont 80% à peu près étaient des cas non graves et 20% à peu près des cas graves, en sachant qu'on parle de cas graves selon les critères de gravité de la pharmacovigilance qui sont précisés ci-dessous dans le tableau, avec la majorité, 50%, qui sont des effets que l'on qualifie de médicalement significatifs et donc qui ne correspondent pas aux autres critères de gravité indiqués, les décès, les mises en jeu du pronostic vital, les hospitalisations ou les invalidités ou incapacités. Et on reviendra dessus. Donc, vous voyez que le nombre d'effets indésirables augmente progressivement en parallèle au nombre de sujets vaccinés, bien sûr. Et ça concerne au 4 février la plupart du temps des effets survenus après la première vaccination et quelques cas pour l'instant qui surviennent après la deuxième injection, puisque au 4 février, on n'en était qu'au début des deuxièmes injections. Donc, on va passer tout de suite à la diapo suivante pour enchaîner. Donc, on va tout de suite discuter des décès qui sont survenus, enfin, qui ont été en tout cas remontés à la pharmacovigilance. Il y en a 85 depuis le début. Et ces décès concernent des patients très âgés et ou avec des comorbidités lourdes et pour lesquels l'imputabilité du vaccin est bien difficile d'établir. C'est très souvent douteux et avec souvent des événements coïncidents qui sont plus probablement à l'origine du décès. Il y a simplement un cas pour lequel on peut se poser la question, un décès qui est survenu 3 jours après la vaccination chez un patient de 95 ans, mais qui n'avait pas de signes de grosse comorbidité à côté et qui avait des signes de réactogénicité pas forcément très importants, mais qui ont pu déséquilibrer, je dirais, la santé de ce patient. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de signaux concernant les décès, en tout cas sur le vaccin Comirnaty, très clairement. Alors, pour ce qui est des effets que l'on attend avec des vaccins en général et en particulier avec celui-ci, les effets indésirables les plus fréquents, c'était 61%, concernent des effets indésirables de type réactogénicité. Donc, on réagit au vaccin, que ce soit sur le plan local, sur le point d'injection ou sur le plan systémique avec des réactions que vous connaissez, la fièvre, les myalgies, les céphalées, etc. Dans quelques cas, ces effets indésirables de réactogénicité surviennent plus de 7 jours après l'injection. C'est 3% des cas de souvenirs. Dans la grande majorité des cas, on est dans les jours qui suivent l'injection, bien sûr. Donc, ces réactions de réactogénicité sont essentiellement des réactions systémiques, celles en tout cas qui nous sont remontées. Et il y a aussi des réactions locales, bien sûr, qui nous sont également remontées, dont certaines qui sont un peu intenses, mais qui régressent assez rapidement. L'autre point sur les effets attendus sont les réactions d'hypersensibilité, voire d'anaphylaxie, grave entre guillemets, toujours avec les mêmes critères. Donc 51 cas correspondent à cette définition sur les cas remontés, avec des manifestations qui sont essentiellement de grade 1 ou 2, c'est-à-dire sans signe de gravité clinique important, et 5 de grade 3, donc qui peuvent correspondre à des chocs anaphylactiques, aucun de grade 4, c'est-à-dire entraînant le décès. Et donc, on a des effets que l'on attendait, qui ne sont quand même pas fréquents, et en particulier des effets graves, on en a très peu. Donc, cela a été particulièrement regardé dès le départ, et donc on a été extrêmement vigilant là-dessus, et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on soit inquiet de ce point de vue-là. La diapositive suivante, où là, on est attentif, bien sûr, en pharmacovigilance aux signaux concernant les autres effets potentiellement émergents, en dehors des effets attendus. Et donc, quels sont ceux qui peuvent se discuter, ou en tout cas qui nécessitent d'être suivis dans le futur, parce qu'on n'en est quand même qu'au début de la vaccination. Ont émergé des troubles du rythme cardiaque qui sont assez hétérogènes, 140 cas, donc la moitié à peu près de graves ou considérés comme graves. La majorité était en rapport avec l'acte vaccinal lui-même, c'est-à-dire survenant au moment ou juste après l'acte vaccinal, ce qui peut faire discuter le rôle du stress ou de l'émotion que peut apporter cette vaccination dans le contexte. Et en tout cas, certains cas qui peuvent être un petit peu plus graves que d'autres, survenant là encore dans des
populations âgées essentiellement, donc avec d'autres facteurs de risque potentiels. Tout cela nécessite une surveillance spécifique dans les prochains rapports avec une expertise cardiologique qui se fait très régulièrement également. Deuxième point à surveiller, ce sont les hypertensions artérielles, puisqu'on a à peu près on a 73 cas, dont 36 qui sont considérés comme des cas graves, avec les critères de gravité de la pharmacovigilance. Effectivement, des poussées hypertensives qui peuvent survenir au décours de la vaccination, mais parfois aussi un peu plus à distance, chez des patients ou des sujets qui ont ou qui n'ont pas d'antécédents d'hypertension, et en tout cas suffisamment, je dirais, intéressant à regarder et en tout cas faire passer le message que devant tout symptôme évoquant une hypertension artérielle, ça peut être des céphalées ou des vertiges survenant dans les jours qui suivent la vaccination, un contrôle de la pression artérielle est souhaitable et éventuellement une prise en charge si nécessaire. D'autres points, donc des troubles vestibulaires, vous voyez 9 cas, des données pour l'instant insuffisantes pour se prononcer sur un effet propre du vaccin. Ça inclut des vertiges, divers types de vertiges, donc à surveiller. Les paralysies faciales qui sont des effets qui étaient attendus puisque quelques cas avaient été signalés au cours des essais cliniques. La majorité sont des cas de paralysie faciale périphérique qui peuvent correspondre à ce qu'on appelle des paralysies faciales affrigorées, qui sont des événements qui surviennent indépendamment de toute vaccination d'ailleurs, hein, et donc qui peuvent survenir de façon non exceptionnelle dans une population vaccinée. Et donc, ce qui est intéressant à regarder là, c'est dans quel délai ça survient, quelle est l'évolution, est-ce que ça régresse bien à la suite. Bref, tout autant de questions que l'on peut se poser et qui nécessitent des précisions et une surveillance spécifique que l'on fait également. Sur la diapo suivante, les autres points qui peuvent être discutés. Donc, quelques troubles auditifs qui sont de type baisse de l'acuité visuelle avec ou sans acouphènes, pas énormément, et bon, ça nécessite d'être suivi. On regarde aussi attentivement les infections Covid graves. Il y a 19 cas actuellement, mais pour lequel finalement il n'y en a qu'un seul qui est survenu à J7 de la vaccination chez une personne qui n'avait pas de facteur de risque de forme grave de Covid. Donc, on reste vigilant sur ces infections Covid graves qui vont intervenir, je dirais, avant que l'efficacité de la vaccination soit pleine. Donc, on les attend, ces infections Covid, malgré la vaccination, parce que la vaccination n'est pas efficace immédiatement. Et donc, se pose la question de savoir si oui ou non, ça risque d'aggraver une Covid chez les patients vaccinés. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'arguments dans ce sens. Un seul cas pour lequel on se pose la question et qui nécessite d'être suivi. Des accidents vasculaires cérébraux qui sont survenus, j'ai pas tout à fait fini, voilà, 17 cas, et là encore sur une population qui est quand même très particulière puisque âgée en grande majorité, donc qui va continuer à être suivie. Des histoires de zona que l'on a vu également émerger, 13 cas, dont 9 étaient considérés comme graves, pouvant être favorisés par une réactogénicité provoquée par le vaccin aussi, ou le stress. Là encore, on suit attentivement. Ce qui peut être regardé aussi, c'est éventuellement une récidive ou une aggravation d'une maladie préexistante, puisque les patients vaccinés sont des patients qui ont des comorbidités, donc qui ont des pathologies sous-jacentes. Là, pas de signal qui émerge, puisqu'il y a une grande hétérogénéité des maladies concernées et rien d'inquiétant à ce stade. Enfin, un petit focus sur les patients qui avaient présenté des antécédents d'infection à Covid-19 dans le passé. 150 cas d'effets indésirables ont été signalés chez des patients qui avaient des antécédents d'infection Covid. Et en pratique, il semblerait que ces patients-là pourraient avoir des réactions réactogènes systémiques un peu plus élevées, un peu plus fréquemment que les autres, mais par contre, il semble que la gravité de ces effets soit moindre chez ces patients-là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un signal ou que ce soit inquiétant. Peut-être qu'il y a un peu plus de réactions réactogènes, effectivement, mais pas, en tout cas, pas plus grave, voire moins grave que chez les gens qui n'ont pas d'antécédents. Sur la diapo suivante, bon, voilà pour ce qui est du vaccin Comirnaty. Pour le vaccin Moderna, ça va être très rapide puisque c'est un vaccin qui a été accessible en France à partir du 11 janvier, donc plus tard que le vaccin Pfizer, avec des livraisons beaucoup moins importantes. Donc, on est sur un volume de personnes vaccinées beaucoup moins important que pour le vaccin.
Pfizer. Donc, une quarantaine de cas qui sont remontés jusqu'à présent en pharmacovigilance. Pour un quart de ces cas, il s'agissait de réactions locales un peu décalées par rapport à ce qu'on attendait, puisque c'est plus de 3 jours après la vaccination, mais d'évolution rapidement favorable. Et uniquement 2 cas considérés comme graves, avec des réactions de type réactogénicité locale et ou systémique, un peu marquées. Sur la diapo suivante, on va parler du vaccin AstraZeneca, donc qui n'était pas encore administré au moment où ce rapport de pharmacovigilance est sorti, mais vous savez qu'on en a discuté depuis la semaine dernière, depuis qu'il est accessible. Alors, juste un petit point pour rappeler les effets indésirables qui ont été observés au cours des essais cliniques avec ce vaccin. Donc, ce sont des données les essais cliniques ont eu lieu en Angleterre, au Brésil, en Afrique du Sud. Donc, il y a un peu plus de 12 000 participants de plus de 18 ans qui avaient reçu au moins une dose de ce vaccin et dont 8 266 avaient reçu 2 doses. Donc, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec ce vaccin, en dehors des réactions au site d'injection qui sont complètement attendues, bien sûr, et assez fréquent. On avait quand même des maux de tête, fatigue, myalgie dans à peu près la moitié des cas, et puis la fièvre qui était présente dans un tiers des cas, avec des fièvres supérieures à 38 dans 8% des cas, et puis arthralgie, nausée, donc des choses qui sont quand même fréquentes et attendues avec des vaccins en général. Dans ces essais cliniques, la majorité de ces effets étaient d'intensité légère à modérée, transitoire, donc quelques jours, et disparaissent complètement. Chose importante pour ce vaccin, et contrairement à celui des vaccins ARN messagers, par rapport à la première dose, les effets indésirables rapportés après la deuxième dose étaient plutôt plus légers et moins fréquents. Donc ça, c'est important à noter. Autre chose, la réactogénicité était en général moins intense et moins fréquente chez les plus de 65 ans. Donc en miroir, plus intense et plus fréquente chez les moins de 65 ans, donc chez les plus jeunes. Et le profil de sécurité n'était pas vraiment différent que l'on ait ou pas développé une infection à Covid dans le passé. La diapo suivante, donc vous le savez, on a le vaccin AstraZeneca en France depuis le 6 février dernier, avec une cible qui est très orientée sur le personnel de santé qui doit être vacciné. Et donc 4 jours après le début de la vaccination, donc il y avait à peu près 10 000 sujets vaccinés, donc essentiellement quand même des personnels de santé, ont été remontés en pharmacovigilance de façon un peu, je dirais, un peu brutale, un peu brusque, 150 cas d'effets indésirables, dont les pseudo-grippaux, qui survenaient dans les 24 heures suivant l'injection, la plupart du temps, avec une médiane de température à 39, donc parfois avec des températures très élevées, et donc mal tolérées potentiellement, chez des professionnels de santé âgés de 34 ans en moyenne, donc on est vraiment dans une population jeune, tout à fait différente de celle du vaccin Pfizer, avec un numéro de lot qui était le même pour tous, parce que c'est quasiment le seul qui soit utilisé en France, et pour lequel le contrôle qualité était tout à fait dans les clous. Alors, sur la diapo suivante, donc vous avez sans doute vu passer ce communiqué de la NSM qui est venu assez rapidement après cette espèce de remontée rapide des cas en pharmacovigilance, donc le jeudi dernier au soir. Donc la NSM qui reprenait les éléments que je viens de vous donner en disant que ces effets indésirables sont connus, qui sont décrits également pour d'autres vaccins, enfin que ça n'est pas une découverte, hein, c'est partagé avec beaucoup de vaccins. Précisant également que ce numéro de lot avait été utilisé dans 21 autres pays de l'Union européenne sans qu'il y ait de déclaration équivalente dans les autres pays. Mais que ces déclarations de pharmacovigilance constituaient un signal potentiel et qu'on continue à le surveiller attentivement par les CRPV et la NSM au regard notamment de l'intensité de ces effets qui effectivement nous a peut-être pris un peu de court à la fois dans la fréquence mais surtout dans l'intensité de certains cas qui paraissaient secouer beaucoup les personnes vaccinées. Cette information a été partagée au niveau de l'Agence européenne du médicament pour qu'elle en soit bien sûr informée. Et dans ce contexte, la mesure la plus importante à prendre était effectivement d'éviter de perturber le fonctionnement des services et donc de recommander de vacciner de façon échelonnée
le personnel d'un même service pour éviter de mettre en difficulté le fonctionnement des services. Et puis bien sûr l'utilisation du paracétamol, je dirais de façon rapide dès l'installation des premiers signes pour éviter d'avoir des effets trop importants en utilisant du paracétamol à la dose usuelle la plus faible possible, en tout cas sans jamais dépasser 4 grammes par jour bien sûr. Voilà les éléments pour le vaccin AstraZeneca que l'on continue à surveiller bien évidemment, et puis globalement pour les données dont on dispose actuellement en pharmacovigilance sur ces 3 vaccins en France. Merci beaucoup, Bénédicte. Ça nous semblait important. Alors, effectivement, c'est toujours un peu long, mais c'est important. Je pense que quand on se lance dans ces stratégies de vaccinal, de savoir que eh bien, les effets sont surveillés, les effets sont quantifiés, sont déclarés, et il y a des retours qui sont faits pour que les gens partagent ces informations. Donc, merci énormément. On va reprendre quelques questions. Dispose-t-on des données sur les réactions indésirables au Royaume-Uni? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un équivalent d'ANSM? Peut-être pour Bénédicte, vous avez des infos là-dessus? Si ce n'est que, à part que le vaccin est un vaccin Oxford, mais sinon. Oui, alors effectivement, en Angleterre, ils ont utilisé ce vaccin depuis plus longtemps que nous, parce que ça a commencé dès le mois de janvier. Ils ont publié des résultats et en pratique, ils ont tout à fait observé des syndromes pseudo-grippaux, mais qui n'ont pas fait émerger de signal particulier. C'est-à-dire que pour eux, ça n'a pas été un problème et on ne peut pas dire qu'ils aient fait émerger des signaux spécifiques sur ce vaccin, en sachant qu'ils ont dépassé largement les 10 millions de sujets vaccinés avec ce vaccin dans leur pays. Donc pour l'instant, pas de signal et pas d'inquiétude particulière pour ce vaccin. Ok, très bien. Alors, pour nos spécialistes de la vaccination, que sait-on des contre-indications? Sur les contre-indications au vaccin, on les avait un peu évoquées. Jean-Daniel ou Odile, on a en dehors de l'allergie aux excipients des produits, mais est-ce qu'il y a d'autres contre-indications? Non. Non, très clairement, il n'y a pas d'autres contre-indications que les allergies. Alors, en fait, effectivement, il n'y a pas de contre-indication. Parfois, il y a peut-être sur AstraZeneca une confusion entre pas de données disponibles et contre-indications. Et notamment, sur AstraZeneca, c'est un point qui est important concernant les immunodéprimés parce qu'il y a une confusion entre contre-indication et pas de données d'efficacité. Oui, il faut bien retenir que ce sont des vaccins, des vecteurs viraux, mais non réplicatifs. Donc, il n'y a pas de problème d'utilisation de ces vecteurs viraux. Les vecteurs viraux réplicatifs étaient ceux qui étaient développés par Merck et notamment le candidat vaccin de l'Institut Pasteur qui était un vecteur rougeole. Mais ces vecteurs viraux ne sont plus actuellement développés. Donc, celui-ci et celui qui devrait arriver, qui est celui de Janssen, ne pose pas de problème chez l'immunodéprimé. Okay. On peut, Catherine, il y a quand même une contre-indication transitoire comme pour toute vaccination, c'est qu'on n'aime pas vacciner au moment d'un épisode fébrile, quoi. Donc voilà, on préfère décaler la vaccination si ça... Et si on a une PCR positive le jour de la vaccination. Voilà. Effectivement. Que dois-je faire si j'ai j'ai un écho d'enfer? J'espère que personne ne souffre de ça. Que doit faire si j'ai des effets indésirables? Et notamment une question qui revient énormément en marge de compléter. C'est j'ai eu des effets secondaires à la première infection. Est-ce que je dois faire la deuxième? Alors, ça, je peux dire un mot là-dessus. Déjà, si c'est des effets indésirables qui sont très intenses ou qui ne sont pas attendus, il faut les déclarer en pharmacovigilance. Mais ça, je pense que tout le monde est OK là-dessus et j'espère que tout le monde sait où le faire. Ensuite, sur l'indication de la deuxième dose, je crois que la HAS s'est prononcée en cas d'antécédent de Covid, donc on ne fait pas la deuxième dose. Par contre, s'il n'y a pas d'antécédent de Covid et que tout dépend un peu du type d'effet indésirable qui a été observé, et ça, c'est à discuter, je dirais, au cas par cas. En l'absence de signes de gravité ou de signes qui évoquent une réaction de type allergique, je crois que les contre-indications sont quand même assez rares. Ok, merci beaucoup. On va en profiter, on rappelle ce que c'est, comment on fait pour déclarer un effet indésirable, Bénédicte, rapidement.
Oui, alors les effets indésirables que l'on souhaite déclarer parce qu'ils sont intenses ou qu'ils sont un peu bizarres par rapport à ce que l'on connaît, donc inattendus, il faut qu'ils arrivent au centre de pharmacovigilance de sa région. Donc pour cela, il y a plusieurs possibilités. Il y a un portail du ministère sur lequel on peut tout à fait déclarer son propre cas. On peut également passer par le centre de vaccination parce que via le logiciel qui permet de tracer ces vaccinations, il y a aussi possibilité de déclarer via le portail. Tout ça est lié. Mais on peut aussi contacter directement son centre régional de pharmacovigilance par téléphone ou par mail. Je pense que dans les GH, les coordonnées de ces centres de pharmacovigilance ont été diffusées au niveau de la PHP aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son centre de pharmacovigilance. Ok, merci beaucoup. Une question pour peut-être Jean-Daniel ou Odile sur les sérologies à distance et des rappels à prévoir. On va mettre tout en un parce que le temps passe. Et en combien de temps on estime que le vaccin est protecteur après la deuxième injection? Alors, des sérologies à l'heure actuelle, non, ça n'est pas indiqué. Et donc, ça, Odile pourra commenter aussi bien que moi, puisqu'elle elle coordonne une grande cohorte nationale, justement, où on va regarder l'intérêt du suivi immunologique et ce qui se passe dans des populations particulières. Pour l'instant, il n'y a pas de corrélat de protection, donc pas d'intérêt de faire des sérologies, puisqu'on ne sait pas la conduite à tenir, si la sérologie est positive ou si elle ne l'est pas. Les rappels, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de questionnements justement sur les rappels. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y aura peut-être des rappels avec des vaccins différents si des variants émergent. Et puis, il y a toute la question sur ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Vous savez que la mémoire immunitaire, c'est d'un côté un taux d'anticorps qui peut être élevé ou des cellules qu'on appelle les cellules B-mémoire qui sont susceptibles de produire rapidement des anticorps. On sait que les deux existent, mais les anticorps vont baisser. Et ce qui est important, c'est sans doute d'avoir un taux d'anticorps qui persiste, d'anticorps neutralisants qui persiste un petit peu à distance. Donc, ça va être des interrogations de savoir s'il ne faut pas faire effectivement des rappels plusieurs mois après la vaccination. Ce n'est pas indiqué à l'heure actuelle, mais c'est l'objet de discussion. Et puis après la deuxième injection, combien de temps estime-t-on que le vaccin est protecteur? C'est environ une semaine après la deuxième injection. Il y a une protection qui est probablement qui apparaît beaucoup plus rapidement, notamment environ 2 semaines après la première injection, mais pour avoir l'ensemble de l'effet attendu, c'est une semaine après la deuxième. Merci beaucoup. On va être obligé d'avancer, sinon on ne va pas entendre nos retours. Merci pour ces interventions jusque-là. Donc, la parole est à l'équipe d'Émile Roux avec un duo avec Dominique Leguin, qui est médecin du travail à Émile Roux, et Nathalie Kervella, qui est supérieure de santé dans le pôle gériatrie, et donc pour la cellule de vaccination Émile Rouge. On vous écoute. Oui, bonjour, merci de nous avoir invités à réaliser ce retour d'expérience sur la vaccination sur notre site. Donc, notre site, l'hôpital Émile Roux, est un des 3 sites gériatriques situés au sein du groupement hospitalier d'Henri Mondor. Nous recevons des patients des urgences, donc on a une unité de gériatrie aiguë, des patients en soins de suite et de réadaptation, et pour la moitié de notre site, des services de soins de longue durée. C'est vrai que nous avons vécu en fait la mise en place simultanée non seulement des vaccinations pour nos professionnels, mais aussi pour nos patients. Alors, un retour sur la vaccination des patients, c'est vrai que c'était attendu parce que c'est vrai que nous, la période Covid, elle est depuis le mois de mars. On parle de vagues, certes, mais nous, en fait, on a eu en continu des patients atteints par la Covid. Donc, ça a été un vrai soulagement de voir arriver le vaccin et donc une grande mobilisation de nos équipes autour de la vaccination dans nos unités, avec bien sûr du coup, une adaptation à non seulement les procédures, les changements aussi. Donc, on a accompagné sur le terrain les équipes pour la reconstitution du vaccin. Donc, c'est vrai qu'une grande mobilisation des soignants aussi autour de nos patients pourra vraiment favoriser la vaccination le plus vite possible. Donc, une réorganisation même des soins. C'était vraiment un moment clé dans nos unités où l'ensemble des personnels, les soignants, les infirmières se sont mobilisés pour que nos patients soient vraiment vaccinés en masse.
On a en plus vu une très bonne tolérance au vaccin, ce qui a aussi rassuré les professionnels sur ce nouveau type de vaccin. Je ne vous cache pas qu'au début, c'était un peu stressant. On était vraiment tous présents lors des premières vaccinations. D'ailleurs, c'était un moment assez important puisqu'on a même fait des photos. C'était un moment clé. Je vois encore les soignants qui faisaient le V de victoire. Donc, c'était vraiment un moment positif pour la vaccination des patients. Sur la vaccination des soignants, c'est vrai qu'il a fallu monter cette cellule de vaccination sur notre site et ça a permis de mobiliser vraiment tous les acteurs de notre site, que ce soit les acteurs du soin, mais aussi les services supports. Il a fallu vraiment trouver un local, mettre en place une consultation médicale aussi et tout ça avec nos ressources. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une vraie mobilisation de nos médecins qui se sont détachés pour assurer aussi cette consultation médicale. Nous avons eu la participation de la médecine du travail. C'est pour ça que j'ai avec moi Madame Le Guin, qui est infirmière et qui a participé aussi à la vaccination de nos professionnels. Au départ, on avait une vraie réticence des soignants, mais surtout beaucoup de questionnements. Et ce qui nous a permis, je pense, d'avoir une vaccination de nos professionnels, ça a été un travail sur le terrain. On est allé faire une campagne d'information. On faisait des staffs, médecins, pharmaciens, cadres, pour répondre aux questions. Il y avait énormément de questionnements sur ce vaccin. Et en même temps, ce qui a aussi permis de mobiliser, ça a été aussi de faire un suivi journalier des vaccinations qu'on transmettait aux professionnels pour montrer que on se faisait vacciner et qu'il n'y avait pas de crainte à avoir. Les effets secondaires, c'était certes à vue avec nos patients, il y en avait peu, donc ça a favorisé la vaccination de nos professionnels. D'ailleurs, je pouvais laisser la parole à Madame Le Guin qui a participé à la vaccination de nos soignants. Oui, donc nous avons vu les soignants, dont on a eu un retour positif sur l'organisation. Je dois dire qu'ils étaient contents de voir ce vaccin arriver et les premières injections de Pfizer, ils se faisaient prendre en photo quand ils se faisaient vacciner. Il y avait un sentiment de sécurité lors de cette vaccination parce que dans un premier temps, ils avaient vu le médecin. Et puis, ils se faisaient vacciner. Bon, moi, j'ai participé au premier jour de vaccination. Il y a des gens qui étaient contents de me connaître. Ils avaient l'impression de sécurité par le fait qu'ils connaissaient les gens qu'ils avaient vus et le médecin qui travaille sur le site et l'infirmière de médecine du travail qu'ils ont l'habitude de voir et qui les a déjà vaccinés pour autre chose. Alors, pour le vaccin, ça c'était pour le vaccin Pfizer. Pour le vaccin AstraZeneca, il y avait plus de réticence, je dirais. Il y a beaucoup de questionnements autour des effets secondaires et de l'efficacité par rapport à ce vaccin, par rapport aux variants. Mais vous y avez déjà répondu précédemment. Mais ce sont des questionnements qui existent. Donc, effectivement, les questionnements, c'est pour l'AstraZeneca, parce qu'il y a des gens qui ont déclaré des effets indésirables qu'ils ont jugés importants. Oui, on a quand même eu pratiquement tous ceux qui se sont fait vacciner ont eu des effets secondaires. Et on a eu aussi des arrêts maladie. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de réticence avec le vaccin AstraZeneca. D'autant plus que nous, à la vaccination sur le professionnel, on a dû faire 2 lignes de vaccination, c'est-à-dire qu'on a une ligne Pfizer et une ligne AstraZeneca, donc au sein même de notre cellule de vaccination, avec donc des professionnels qui ont leur 2e dose actuellement Pfizer, et puis ceux qui sont à côté avec AstraZeneca. Donc, c'est vrai que dans les questionnements, on nous demande en ce moment, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que du coup, je vais avoir une seconde injection avec AstraZeneca? Les questionnements aussi ont été beaucoup sur est-ce que je dois faire une PCR, refaire une sérologie? Mais ça, vous dites les patients. C'est vrai qu'on a préconisé de ne pas faire de 2e injection, même chez la personne âgée qui a eu un Covid, quelle que soit l'antériorité. Et donc, on a un vrai questionnement, d'autant qu'on nous dit que l'immunité
elle dure quelques mois. Et donc, c'est vrai qu'on se pose la question pourquoi on ne vaccine pas, on ne fait pas de deuxième injection à nos personnes âgées qui sont fragiles, d'autant plus dans notre site. Et on nous parle d'immunocompétence. Et donc, pareil, c'est un questionnement. Qu'est-ce que vous voulez dire par immunocompétence? Ça veut dire qu'une personne âgée, pour vous, elle est immunocompétente. Jusqu'où on parle d'immunocompétence? On s'appuie sur un bilan biologique. Vous voyez, donc on a aussi le questionnement pour nos personnes âgées sur pourquoi on ne fait pas de deuxième dose alors que c'est quand même une population fragile avec un système immunitaire pas aussi performant qu'une personne qui a peut-être eu un Covid au mois de mars. Vous voyez. Merci beaucoup pour ces points. Je suis désolée, je suis obligée de vous merci infiniment de nous avoir fait part de vos retours d'expérience. On a une dernière intervention. Je vais peut-être juste, mais s'il peut y avoir une réponse extrêmement brève sur la deuxième dose de vaccin pour des gens qui ont eu la Covid en mars, pour les personnes âgées. Alors, une réponse hyper short, si c'est possible, sinon on revient vers vous. Mais Jean-Daniel ou… Oui, très rapide, les personnes âgées ne sont pas considérées comme immunodéficientes. Il y a une bonne réponse au vaccin et cette donnée va être vérifiée là dans un essai que l'on va faire justement avec Odile pour apporter une réponse définitive, mais à l'heure actuelle, c'est une seule dose. Et merci infiniment à l'équipe d'Émile Roux. Merci pour votre implication et on voit des résultats particulièrement significatifs. Donc, merci à toute votre équipe. Et on va finir juste avec l'intervention d'une personne vaccinée, professionnelle vaccinée, masseuse kinésithérapeute, et pour lequel, effectivement, il nous semblait intéressant de pouvoir avoir ce retour. Merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Peut-être on joue des questions-réponses. Et on peut peut-être commencer avec pourquoi vous aviez choisi de vous faire vacciner. Donc, vous travaillez à l'hôpital Vaugirard. Oui, bonjour à tous. Oui, donc notre hôpital Vaugirard a pour vocation des unités de soins de longue durée. Ce sont des patients qui parfois sont déambulants, où il y a une limitation des gestes barrières, par exemple quand ils descendent sur le plateau technique, puisque je suis en rééducation, où le port du masque peut être mal porté, notamment sous le nez. Et puis, nous avons eu, malgré tout, auprès de certains soignants, des clusters qui sont arrivés. Donc, la vaccination, effectivement, c'est un geste de responsabilité. Et aussi, au sein d'eux, extra-professionnels, quand on voit l'efficacité du vaccin AstraZeneca qui nous dit qu'au bout de 3 mois et demi, par rapport à la première date de vaccination, on obtient l'efficacité de 100%, ne pas être conduit à une hospitalisation. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de lire qu'on peut échapper à une forme grave de la Covid en étant vacciné, à partir du 15e jour après la seconde dose apparemment, c'est ce qui était marqué. Voilà. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Alors, est-ce que vous posiez des questions avant votre vaccination et puis après, comment ça s'est passé et peut-être décliner un peu ce qui est… Alors, tout était bien fait, donc je ne me suis pas posé de questions avant la vaccination puisque il y avait une source recommandation de l'HAS qui datait du 2 février qui nous expliquait ce vecteur viral qui est conduit par le vaccin. Donc j'avais aucune question et aucune réticence à me faire vacciner. Sinon, des questions qui étaient brèves, j'avais grâce à notre docteur Gabara, qui est notre médecin de la médecine du travail, qui nous reçoit avant la vaccination. Donc c'est vraiment rassurant, avec un questionnaire à remplir. Et si je suis là, c'est parce qu'effectivement, les effets secondaires, je n'en ai pas eu après la première injection. Et justement, n'ayant pas eu d'effets secondaires à la première injection,
je me posais quand même la question, est-ce que j'avais mis mon immunité, là je suis à J8, on va dire, en langage médical, n'ayant pas eu d'effets secondaires, est-ce que malgré tout je commençais à faire mon immunité? Est-ce que c'était un signe de commencer une immunité si on avait des effets secondaires, quoi? J'inverse la question. Oui, c'est une bonne question sur le lien entre la réactogénicité et le fait de faire une immunité. Et là, je la laisse à nos spécialistes du vaccin. Moi, je veux bien répondre. À ma connaissance, il n'y a pas pour l'instant, on n'a en tous les cas pas de données qui montrent que la réponse est meilleure chez ceux qui ont présenté des effets indésirables les plus sévères, mais ça vaut le coup qu'on puisse le regarder. Ça pourrait avoir un sens. Oui. Effectivement, si je suis là, c'est parce qu'on me demande de témoigner que je n'ai pas eu d'effet secondaire. Voilà. Et donc, j'ai bien entendu, là, je suis par téléphone, simplement, on n'a pas réussi à vous mettre en écran. Donc, j'ai bien entendu que les deuxièmes doses ne seraient pas décalées pour le vaccin Astra. Peut-être réalisé à l'hôpital, peut-être réalisé en ville. Donc, j'ai eu la réponse à ma question avant même de vous la poser. Voilà. Sinon, pour le vécu, la personne la plus avancée en âge dans mon groupe de rééducateurs, elle, malheureusement, a eu à subir la maladie, mais elle va bien. Et puis, nous sommes 3 collègues de la même année et nous sommes 3 cas différents. J'ai une collègue qui ira pour avis du médecin traitant, donc pour se faire vacciner. Et un autre collègue qui avait bénéficié du Pfizer en étant plus réactif que moi pour m'inscrire sur la plateforme et qui n'a pas eu d'effet secondaire. Et voilà. Et moi qui ai eu Astra, donc on a les 3 cas là chez les personnes de plus de 50 ans. Voilà. Ok. Et est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous sentez que il y a encore des questions auxquelles on ne répond pas, auxquelles il faudrait continuer à répondre pour… Alors, sur site, c'est vrai qu'on a notre infirmière hygiéniste qui peut nous donner tous les éléments dont elle dispose en étant réactive chaque jour. On a une bonne campagne sur site. Donc, a priori, il y a peu de questionnements qui nous échappent. Je veux dire, les personnes référentes sont vraiment connues, reconnues, donc, et étant dans une petite structure, et donc l'information circule vraiment bien, très bien. Voilà, donc on est en sécurité. Merci beaucoup. Je vais juste dire que vous n'avez pas été choisi parce que vous alliez dire que vous n'aviez pas d'effet secondaire ou que parce que ça s'était bien passé dans votre établissement. On n'a pas fait un casting pour choisir plus. Donc, je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais c'est quand même important de le signaler. Je voulais, le temps passant, là, on va donc s'arrêter sur votre témoignage et arrêter là notre 4e webinaire en vous remerciant tous et toutes. Et puis, on vous souhaite de rester en bonne santé, de prendre soin de vous. Et on vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci, bon après-midi. Au revoir.